Alors, c'est un immense plaisir et honneur d'inviter le professeur Juan Tovar de Madrid à venir prendre la parole en lui précisant d'abord que ce matin même, M. Pellerin m'a adressé un message SMS pour dire qu'il regrettait beaucoup de ne pas être présent à Paris aujourd'hui et qu'il souhaitait à notre Assemblée le plus grand intérêt. Alors, Juan, vous l'avez vu ici même, il y a un an, comme co-modérateur avec notre présidente Christine Grappin de la séance sur les transplantations d'organes. Effectivement, il a fait partie des plus grandes équipes en Europe pour la promotion de ces transplantations d'organes, d'autant qu'il dirigeait un immense département de toute la chirurgie pédiatrique à l'hôpital La Paz. Mais aussi, si je faisais cette allusion à M. Pellerin, c'est parce que en pleine année de 68, un peu révolutionnaire, là où justement M. Pellerin avait une part très active, il était chez lui, il était son chef de clinique, qu'il y a lié des amitiés françaises, qu'ensuite il a poursuivi une immense carrière de réputation internationale en allant à Los Angeles, et puis il a repris à San Sébastien d'abord, puis longtemps à Madrid après un rôle de leader, de manager, qui tout naturellement l'a conduit à être un fondateur, un père fondateur de cette société européenne de chirurgie pédiatrique qui va sur ses 25 ans. Membre aussi de l'European Board de chirurgie pédiatrique, c'est-à-dire de l'organisme chargé d'harmoniser les formations dans la spécialité. Il reste aujourd'hui une des personnalités les plus écoutées dans le monde de notre spécialité. C'est un plaisir de lui donner la parole sur son topic favori, la recherche. Merci beaucoup Philippe, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier l'Académie de cet honneur que vous faites de pouvoir vous entretenir quelques minutes sur ce sujet de la recherche en chirurgie pédiatrique qui est, comme pour d'autres branches de la chirurgie, une partie importante de notre activité ou devrait l'être. L'activité de recherche est intrinsèquement liée à la médecine, comme vous le pratiquez, vous le savez bien, puisque nous devons essayer toujours de comprendre pourquoi les choses arrivent, ou comment elles arrivent, ou comment remédier aux problèmes que nous traitons. Et donc, toutes les branches de la médecine sont impliquées dans la recherche. Et dernièrement, petit à petit, on arrive à raffiner un peu la méthodologie de la recherche, surtout de la recherche clinique, pour essayer de créer une évidence solide pour fonder le bienfait de ce que nous faisons, comment nous traitons les malades et tout ça. Alors donc, je vais vous entretenir brièvement sur la recherche clinique et ensuite quelques mots sur une petite biopsie de la recherche fondamentale pour montrer de quel côté nous travaillons. La recherche clinique, le problème qu'on a dans notre spécialité sont certainement les mêmes que vous avez dans d'autres branches de la chirurgie, en plus grande ou plus petite partie. Mais en chirurgie pédiatrique, c'est encore pire parce que nous sommes une petite spécialité avec un large spectre d'action, puisque nous sommes en réalité la chirurgie générale de toujours, mais concentrée à un âge déterminé. Les séries sont petites, puisqu'évidemment, la plupart des maladies que nous traitons sont des maladies rares, qui ont une prévalence limitée, et donc ça ne permet pas de créer des grandes séries, et donc pas de juger très bien des choses que nous faisons. Nos résultats sont jugés à long terme. Pensez à la continence d'une maladie, d'une malformation rectale, on ne sait pas en quoi se termine avant un certain nombre d'années. Et puis, comme pour d'autres branches de la médecine, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de courbes d'apprentissage sur des petites séries qui font la création de l'évidence quand même assez difficile. Finalement, il y a des difficultés éthiques qui sont liées à l'âge de nos malades. Ça, c'est commun pour d'autres branches de la médecine, comme la pédiatrie. Nos malades ne peuvent pas choisir d'être inclus dans une étude randomisée. Alors donc, il faut toujours agir par proxy, ce qui n'est pas évident, et ça donne quand même des difficultés supplémentaires. Alors, le résultat, c'est malheureusement qu'une bonne partie de nos activités, de nos opérations sont fondées sur des choses qui ne sont pas trop solides. Vous voyez ici, dans cette étude qui est déjà vieux, puisqu'il
il date de 1998. Le groupe de Londres, M. Pierrot, qui était à l'époque en tête de ces groupes, avait déjà prouvé que plus ou moins seulement un quatrième de nos opérations étaient fondées sur des études randomisées et que la plupart de nos activités étaient fondées sur des observations rétrospectives, des séries, les articles qui étaient traditionnels et qui sont toujours traditionnels. Alors, la conclusion de cet article, c'était qu'on avait des bons résultats, mais que ce n'était pas parfaitement basé sur l'évidence. Et cela explique pourquoi on a des approches très différentes, souvent pour les mêmes maladies, parce qu'on n'a pas l'évidence pour juger avec solidité de bien fondé de ce qu'on fait. Alors cette étude qui vient d'être publiée à PLOS ONE, qui est une étude faite à l'université d'Oxford, a comparé les articles de la chirurgico-pédiatrie qui étaient publiés pendant une année à 15 années d'écart. Et comme ça, on essayait de juger de la solidité des non-concepts pour guider nos interventions. Vous voyez que c'est quand même assez décevant. Dans la première partie de cette étude, en 1998, vous voyez que pratiquement la moitié des études étaient seulement des séries rétrospectives, et une bonne partie n'était que des observations, et donc des études plus solides du point de vue méthodologique étaient une minorité. Et hélas, 15 ans plus tard, les choses ne sont pas très différentes. Vous voyez que, quand même, avec un nombre beaucoup plus important d'articles, vous voyez que la différence n'est pas énorme par rapport à ce qu'on trouvait 15 ans avant. C'est vrai, si nous nous limitons à voir les trois types d'études qui sont plus importantes, les plus convaincants, les cohortes prospectives, les études randomisées et les suivis à long terme, vous voyez qu'il y a quand même de 10%, on est passé à 12% à peu près, c'est pas énorme. Et c'est vrai, ça c'est bien. Les revues systématiques, qui sont aussi une façon de juger rétrospectivement avec une certaine solidité du bienfait de nos actions, ont considérablement augmenté. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, c'est quand même assez décevant. 2,3% d'amélioration, c'est significatif, mais c'est petit. Et donc, la conclusion est que seulement un pourcentage minime de manuscrits suit un design recommandé pour juger si nos interventions sont appropriées. Et donc, il reste beaucoup à faire là-dessus. Il est vrai que cela pourrait s'appliquer à d'autres branches de la chirurgie. Les chirurgiens nous sont plus difficiles à créer de l'évidence avec une méthodologie solide, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je crois que ça, la chirurgie pédiatrique est une bonne biopsie pour vous montrer l'état de la situation. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques aspects de la recherche fondamentale. Je pense qu'il faut toujours penser que, comme nous ne comprenons pas les maladies que nous traitons, il faut que nous essayons de comprendre pourquoi les choses arrivent. Et la seule façon de faire ça est de s'impliquer dans la recherche, parce que ça ne regarde qu'à nous. Personne ne s'intéressera à nos maladies si nous ne les intéressons pas. Alors donc, il ne faut pas attendre que les scientifiques des bases nous donnent le résultat à nos questions. Il faut qu'on essaye de les chercher en se servant de la collaboration avec eux, en prenant leurs moyens, mais c'est la seule façon de pouvoir arriver à comprendre ça. Dans notre centre, que vous voyez ici, l'hôpital La Paz, ça c'est l'hôpital pédiatrique, ça c'est la maternité, ici l'école de médecine, et ici on a bâti récemment une nouvelle unité où on loge maintenant 180 chercheurs de toutes les branches de l'hôpital pour travailler qu'en recherche. Et c'est là où j'ai eu l'énorme fortune de pouvoir collaborer avec des gens d'un certain nombre de pays. Vous voyez beaucoup des pays européens aussi, parce qu'il y a même un allemand, un hollandais, un portugais, une portugaise, une italienne et des gens d'autres pays. Et avec ces jeunes gens qui étaient en grande majorité des chirurgiens pédiatres, je tiens à vous le signaler, et qui sont venus chez nous pour faire leur thèse de doctorat et passer 2 ans ou 3 ans avec nous pour faire leurs travaux de recherche. On a pu travailler sur un certain nombre de malformations et des maladies de notre spécialité. Je vais me concentrer seulement dans une seule maladie, et je vais vous montrer les choses qu'on a pu faire, ou une partie des choses qu'on a pu faire là-dessus. Tout en partant de ces principes que je vous ai déjà dit, nous pensons que la recherche doit aller dans ce sens maladie, molécule, gène. Dans le sens inverse, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évidences. Les scientifiques de base produisent énormément d'informations sur
le conditionnement génétique et d'autres choses de nos maladies, mais il ne s'intéresse pas à nos maladies. En réalité, il ne donne que rarement des solutions aux questions que nous nous posons. Alors nous, on essaye de partir dès la maladie pour aller vers la recherche de cette maladie. Et j'ai choisi pour vous une maladie qui est un paradigme de notre spécialité, l'atrésie de l'œsophage, que vous connaissez bien. C'est une maladie rare, un malade sur 3500 naissances, et vous vous rappelez que c'est l'interruption de l'œsophage derrière la trachée et la présence, dans la grande majorité des cas, d'une fistule trachéo-œsophagienne qui relie la trachée à l'estomac. Alors dans notre chirurgie, on a été quand même assez bon, puisque maintenant on arrive à avoir 90% de survivants de cette maladie, mais il est vrai que cette maladie s'accompagne d'un certain nombre de malformations associées et que le survivant porte souvent des traces de la maladie, avec des séquelles qui sont souvent minimes, mais qui restent, par exemple une grande quantité de maladies respiratoires tout au long de leur vie. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette maladie particulière. En 1996, on a développé dans notre laboratoire un modèle animal par administration de la trémycine au moment de la gestation où se séparent la trachée et l'œsophage, et on a pu à terme observer que nos rats avaient une belle atrésie d'œsophage. Comme vous voyez ici, c'est un peu différent que chez l'homme, puisque le cul-de-sac est très haut, la trachée est très longue. Comme vous voyez ici, cette trachée vue par derrière, ça c'est la partie membraneuse. Et ici, vous voyez la fistule trachéo-œsophagienne qui relie la carina avec l'estomac. C'est disséqué de derrière et c'est très semblable à la malformation humaine. Et vous voyez que la moitié des nos rats avaient cette malformation, mais ils avaient aussi d'autres malformations qui sont toutes dans des spectres de l'association malformative qu'on voit chez les enfants avec une atrésie de l'œsophage. Nous sommes donc en train de parler de quelque chose qui doit être dans la même direction. Or, l'atrésie de l'œsophage, c'est un trouble de la séparation de la trachée et de l'œsophage. Vous voyez ici la partie postérieure de cet œsophago-trachée d'origine. Ici, vous avez la notocorde qui transmet des signaux embryogéniques. Et ici, vous voyez comme ça va se séparer en une partie postérieure qui sera l'œsophage et une partie antérieure qui sera la trachée, qui va avoir une interaction avec les mésenchymes et qui va générer les poumons plus tard. Alors donc, on pense que c'est là justement qu'on a des problèmes, et nous, on a étudié un certain nombre de ces gènes, et je vais me concentrer seulement sur celui-ci, le Sonic-Hedgehog, qui est un de ceux qui déterminent la séparation trachéo-œsophagienne, mais aussi qui a un rôle ici dans la formation du poumon plus tard. Alors, avec ces modèles, nous avons pu décrire la morphologie de la séparation anormale de la trachée et de l'œsophage, il y a déjà longtemps, et puis on a commencé à essayer de comparer les malformations humaines avec les malformations de l'animal. Vous voyez ici un certain nombre de malades avec l'atrésie d'œsophage. Vous voyez, il y a des anomalies de la colonne vertébrale. Bien sûr, j'ai choisi les plus dures de toutes, mais aussi des anomalies de membres. Et celles-là, elles sont présentes aussi chez les animaux avec atrésie d'œsophage. Vous voyez, ce sont des rats à terme, des rats normaux. Et ici, vous voyez comme il y a des doubles noyaux vertébraux, là même, et des anomalies du nombre de côtes et des anomalies des membres qui sont assez semblables à celles qu'on voit chez l'humain. Cela suggère qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans la notocorde, puisque la notocorde va être les noyaux pulpeux des corps vertébraux. Et donc, si vous voyez des corps vertébraux normaux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la notocorde. Et comme la notocorde est disons, l'instrument de signalisation des Sonic-Hedgehog, c'est pour ça qu'on s'est un peu appliqué à étudier ça. Tout d'abord, on a prouvé que les notocordes de nos animaux avec ces anomalies étaient anormales. Vous voyez ici, c'est une notocorde qui est bifide, qui est bifurquée à un moment donné. Ça peut expliquer parfaitement qu'il y ait des corps vertébraux anormaux. Et puis, on s'est porté sur l'appareil respiratoire. Et on a revu rétrospectivement 400 et quelques malades avec atrésie de l'œsophage, et une petite proportion, 6%, mais qui était 13% dans les cas qui arrivaient à autopsie, avaient des malformations respiratoires, des types différents. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Nous avons mis en culture
des ébauches trachéopulmonaires des séras qui avaient été, enfin ça c'est des contrôles que vous voyez en haut là, et on les a mis en culture au 13e jour de la gestation, à la phase embryonnaire, et on a suivi ça pendant 3 jours. Vous voyez comme il y a une ramification progressive des espaces aériens lorsqu'on se porte sur des animaux traités à la driamycine avec atrésie de l'ésophage, et c'est là on le sait parce qu'ils ont une fistule trachéo-ésophagienne, comme vous voyez ici. Vous voyez que la ramification bronchique et alvéolaire est moins riche que chez les animaux contrôle, et même ces animaux qui avaient été traités et qui n'avaient pas d'atrésie de l'ésophage avaient aussi des bronches et des trachées anormales avec des espaces dilatés et tout ça. La ramification finale est moins importante que chez les animaux normaux, ce qui prouve que probablement il y a quelque chose d'anormal dans le poumon des animaux avec atrésie de l'ésophage. À terme, nous avons mesuré, ne vous perdez pas là, nous avons mesuré simplement le rapport entre le poids des poumons et le poids du corps des animaux, et vous pouvez voir que les animaux avec atrésie de l'ésophage avaient une hypoplasie pulmonaire pas très importante mais significative par rapport au contrôle. Et si vous voyez, ça c'est le nombre de ramifications, c'est le comptage alvéolaire radial, vous voyez que est diminué par rapport aux animaux contrôle, ce qui prouve dans ces modèles animaux qu'il y a quelque chose d'anormal dans le poumon. Et finalement, et je termine là, nous nous sommes portés sur l'étude directe de la chaîne de signalisation du sonic hedgehog dans les poumons. Et alors vous voyez, sonic hedgehog agit de cette façon à partir de l'épithélium en interaction avec les mésenchymes qui entourent ça. Vous voyez ici par hybridation in situ. Vous voyez ici l'épithélium tenté par les sonic hedgehog. Et ici, vous voyez le mésenchyme qui entoure ça dans ce qui va être le poumon. Alors, nous, on a étudié directement les sonic hedgehog. Et pour faire ça un peu court, je vous montre que ici, vous avez les 4 périodes de développement du poumon, embryonnaire, pseudoglandulaire, canaliculaire et saculaire. Et vous voyez comme nous comparons ici les animaux contrôle, les animaux avec atrésie de l'ésophage et les animaux traités mais sans atrésie. Et vous voyez comme dans la période embryonnaire, que je vous ai montré tout à l'heure, l'expression de sonic hedgehog est très diminuée chez les animaux dans les poumons, et aussi qu'à la fin de la gestation, vous voyez comme ça, il y a une surcompensation et il y a une expression plus grande que vous voyez ici par immunohistochimie. Vous voyez ici comme c'est teinté par cet anticorps anti-sonic hedgehog, et vous voyez que ça prouve qu'il y a quelque chose d'anormal dans le poumon. Alors j'ai fini. Nous croyons que la recherche clinique solide en chirurgie pédiatrique n'est possible qu'en se groupant. On en a parlé déjà ce matin, je pense que c'est cet après-midi, et je pense qu'on doit insister. La seule façon d'avoir des séries plus grandes et d'avoir des études qui soient plus solides, c'est de se mettre ensemble, des hôpitaux et des pays, pour pouvoir avoir des séries grandes en petit temps. Et ça, c'est très important. Et la recherche fondamentale doit être encouragée, car nul s'intéressera à nos malades si nous ne le faisons pas. Merci beaucoup. David van der Zee. Tu veux venir ici pour, comme commentateur? Merci Juan pour cette présentation, c'est vraiment impressionnant et je crois que c'est très important pour essayer de comprendre les causes des malformations congénitales, parce que, comme tu as dit, ils sont rares et c'est difficile pour comprendre pourquoi cette anomalie commence, et si nous voulons essayer de préventer peut-être en futur ça, il faut savoir les raisons de cette malformation. Est-ce que tu peux en dire quelque chose, dans quelle direction on peut penser dans la future, comment la recherche se développe?
recherches sur ce sujet-là. Merci, David. Je pense que chaque spécialiste et chaque laboratoire c'est centré sur un intérêt spécial. C'est-à-dire, moi, je pense que j'ai parlé des malformations parce que moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler sur les malformations, mais il est certain qu'on peut travailler sur le bien fondé de l'approche thoracoscopique pour une certaine maladie chez les petits enfants ou des choses comme ça. Mais il faut essayer de créer de l'évidence solide. Je pense qu'il faut oublier le temps de la eminence-based surgery et passer à la evidence-based surgery. C'est pour toute autre branche, pas seulement pour les malformations, mais pour toute autre activité. Quelqu'un qui a des commandes? Oui, j'ai été très intéressé par vos travaux expérimentaux sur l'atrésie de l'œsophage. Car pour nous, chirurgiens orthopédistes pédiatres, les malformations congénitales vertébrales, dans la grande majorité des cas, sont des malformations acquises dans la période la toute initiale de la période embryonnaire. Et ça, à la suite des travaux de Charles Rivard au Canada et de Watanabe au Japon. On est capable de reproduire la même malformation congénitale en soumettant une rate gravide à telle quantité d'oxygène. On peut reproduire la même hémivertèbre au même endroit, de manière très strictement, de manière expérimentale. Donc pour nous, c'est une malformation acquise par une lésion. Et lorsque j'interrogeais mes patientes sans les responsabiliser, je trouvais presque toujours quelque chose. Une fois, c'était un film d'horreur entre le 10e et le 15e jour après la conception. Alors, est-ce que l'atrésie de l'œsophage est aussi quelque chose d'acquis? À mon avis, il n'y a aucun doute que c'est une embryopathie acquise, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le facteur qui déclenche la malformation, mais il est certain que c'est quelque chose qui arrive dans les 4 premières semaines de la gestation chez l'homme et dans les 12 premiers jours chez le rat. Et si vous voulez, je ne vous ai pas montré ça, mais nous, on a étudié des choses avec une certaine évidence. Et il y a par exemple l'état de la thyroïde chez la mère a une influence. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, mais je pense qu'il faut se porter sur ce type de facteurs prénataux qui sont capables de produire une embryopathie par une anomalie précoce. En ce qui concerne la colonne vertébrale, il est certain que, comme la notocorde est un vecteur des signaux morphogéniques, alors il est facile à comprendre que n'importe quel signal peut être changé et donc qui peut produire des anomalies du rachis. Oui. On est d'accord, simplement une différence dans la pression en oxygène. Oui, tout à fait, oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Quand ça vient au mauvais moment. Voilà. Est-ce qu'il y a Il y aurait des une autre question. On peut transposer les résultats du rat vers l'homme? Oui, on a essayé de le faire, mais c'est une excellente question. Mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel d'autopsie chez l'humain avec atrésie de l'œsophage. Maintenant, la plupart des malades survivent. Et on a essayé de le faire, on l'a publié d'ailleurs dans les journaux of Pediatric Surgery, mais je reconnais que ce n'est pas très convaincant. On est arrivé à avoir seulement 8 cas d'autopsie de malades avec atrésie de l'œsophage et un nombre de contrôles, et on a prouvé qu'il y a des troubles de la signalisation de Sonic-Hitchcock et de la maturation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que si on arrivait à grouper un certain nombre d'autopsies de l'atrésie de l'œsophage, on pourrait faire plus d'avances qu'on n'a pas faites. Merci de me donner la parole, Philippe. Merci, Juan. Tu sais toute l'admiration que j'ai pour tout le travail que tu as toujours fait. C'est extraordinaire. Je m'adresse surtout à nos amis qui ne sont pas chirurgiens pédiatres pour que vous compreniez la complexité du problème. Juan a tellement raison. Les premières opérations de cure d'atrésie de l'œsophage par thoracoscopie ont été faites en 2000.
il a fallu attendre il y a 2 ans pour avoir des séries comparatives, comme Juan nous l'a montré, qui permettent de comparer la chirurgie par thoracotomie versus la chirurgie par thoracoscopie. Donc vous voyez dans le monde de la chirurgie pédiatrique le temps qu'il faut pour être capable d'avoir des études prospectives, comparatives, vu le peu de nombre de cas que nous avons. C'est-à-dire que nous avons un recul pour une volonté délibérée, l'atrésie de l'œsophage, de 15 ans, pour savoir si ce que nous faisons est juste ou pas, c'est-à-dire la moitié de la durée de vie professionnelle d'un chirurgien. Donc, Juan a parfaitement raison, mais vous imaginez à peu près la complexité du problème. Merci beaucoup vraiment pour ces exposés et ces questions magnifiques. Merci, Juan.